Bonjour Mounia Mounawar. Ravi de vous recevoir. Également. Merci d'être présent ce matin sur le plateau de la matinale de Média TV. Avec vous, on va parler de la première liste de joueurs du tout nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, sélectionneur marocain Mohamed Wahabi. Il en a longuement parlé hier lors d'une conférence de presse. On constate qu'il y a donc 28 joueurs qui ont été sélectionnés. Mais voilà, on va essayer de détailler un petit peu si vous le voulez bien. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de la liste qui a été publiée par Mohamed Wahabi ? Bien, pour moi, dans cette liste, il y a indiqué son empreinte. Il a décidé de rompre avec le passé et le travail de notre précédent sélectionneur Walid Regragui, qui, je le rappelle, est champion d'Afrique depuis quelques jours. Et rappelons-nous que Mohamed Wahabi était le coach des U20, qu'il a été champion du monde et qu'il a fait appel à certains de ses joueurs des U20 et il a fait aussi confiance aux anciens. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails, même si on ne va pas forcément rentrer dans l'ensemble des détails, on va quand même en évoquer quelques-uns. 7 nouveaux qui arrivent, qui vont arborer le maillot des Lions de l'Atlas, et parmi eux, vous l'avez dit, 3 champions du monde U20. Alors, c'était lui l'entraîneur des U20, et lui aussi, il est champion du monde d'ailleurs. Est-ce que ça signifie un véritable renouvellement de génération ? Lui, il a dit, on n'est pas là pour faire la révolution à quelques semaines maintenant, parce qu'on peut parler de semaines du prochain mondial. On prend les meilleurs, ceux qui sont le plus en forme. Alors voilà, c'est ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que la vérité du jour n'est pas la vérité du lendemain. On aurait pu faire une liste en début janvier. Depuis, il y a eu des blessés, il y a des joueurs qui sont en méforme, et au contraire, il y a des joueurs qui sont très en forme. Et là, Mohamed Wahabi, avec son staff, parce qu'il ne prend pas la décision seul, il a du scouting aussi qui est fait, c'est-à-dire des personnes qui regardent à travers le monde, qui sont ses yeux et qui lui disent « voilà tel niveau de forme pour tel joueur, etc. etc. » Je prends l'exemple de joueur Halhal qui a été pris, inconnu du bataillon. Je tiens à féliciter Abdelaziz qui est scouting pour le Maroc, entre autres, et qui s'occupe de la formation des jeunes à Monaco, qui nous avait parlé de ce joueur dès le mois de juillet, alors qu'il était inconnu au bataillon. Donc le Maroc s'appuie, la Fédération royale marocaine de football s'appuie sur des gens, des hommes de l'ombre, comme je les appellerais, qui vont identifier les joueurs marocains prêts. Mais ça ne veut pas dire qu'un joueur prêt au mois de juillet de l'année dernière eût été prêt aujourd'hui. Donc Mohamed Wahabi, en son âme et conscience, a regardé ce qu'il y a autour de lui. Je suis complètement d'accord avec lui quand il dit que nous ne sommes pas dans la révolution, mais dans l'évolution. Nous devons prendre les joueurs qui évoluent le mieux à cet instant-là pour éviter d'avoir des blessés. Mais vous savez, dans la liste des 28, n'espérons pas qu'il y ait de blessures, mais il se peut qu'entre le moment où ils sont sélectionnés et le jour fatidique, c'est déjà arrivé dans d'autres sélections, eh bien, des joueurs ne soient pas présents à l'instant T. Oui, alors, on ne parle pas là du mondial, on parle des 2 prochains matchs des Lions de l'Atlas, le 27 mars contre l'Équateur et 4 jours plus tard, le 31 mars, ce sera contre le Paraguay. Et donc là, peut-être que des jeunes vont pouvoir s'exprimer sur le terrain et on verra comment ils se comportent et on verra si après ils sont sélectionnés pour le mondial. On note aussi qu'il y a 12 joueurs qui, eux, étaient présents pendant la CAN, qui cette fois seront absents. Alors ça ne veut pas dire que Mohamed Wahabi n'en veut plus, ça veut dire juste qu'ils ne sont pas aussi en forme que les autres. Alors certains sont blessés, rappelez-vous, il y avait eu une polémique qui s'est réveillée juste lorsque nous avons perdu, mais auparavant nous en avions parlé. Les joueurs étaient sélectionnés, étaient arrivés dans la sélection blessés. Après, vous savez, ce que je dis souvent, c'est qu'un entraîneur, on ne peut lui reprocher ses choix, si nous avions le droit de le faire, uniquement dans le cas de l'échec. Aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique, donc je ne remets même pas en cause les choix stratégiques de Walid Regragui, puisqu'ils ont été payants, premièrement. Dans ces joueurs-là, beaucoup avait émis le souhait de jouer même avec de légères petites blessures qui pour certains se sont aggravées. Nous avons plusieurs absents et donc ces joueurs-là, naturellement, ne peuvent pas être sélectionnés pour le prochain match. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sélectionnables. Je le répète, un sélectionneur, comme son nom l'indique, doit sélectionner les meilleurs éléments à l'instant T
pour essayer de faire le meilleur match possible et espérer la victoire. Oui, mais alors est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'apaiser un peu le vestiaire? Parce que on se souvient tous, bien entendu, de cette finale chaotique de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un vestiaire qui n'était pas forcément au diapason, parce qu'il y a eu cette palanca loupée de Brahim Diaz, parce qu'il y a eu cet imbroglio autour de cette finale qui a peut-être, eu quelques dissonances au sein du vestiaire. Alors, mon cher Rachid, je sais que vous avez joué au football, j'ai pour moi-même également, pour ma part, joué au football, pas au niveau professionnel, mais juste en dessous. Vous savez, seule la victoire est belle. Quand on perd, on trouve dans le vestiaire, et c'est pour ça que l'on dit souvent entre footballeurs, ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire, parce qu'on peut s'invectiver, ça peut aller très très loin, mais les joueurs, dès le lendemain, quand ils sont amateurs, et d'autant plus quand ils sont professionnels, c'est leur travail, reviennent sur le terrain et on oublie ce qui s'est dit dans le vestiaire. Mais on a le droit, ce sont des paroles que l'on s'échange entre hommes. Voilà. De là à dramatiser de l'extérieur en disant qu'il y a eu des problèmes, s'il y en a eu, oui. Il y en a eu en équipe de France, il y en a eu en équipe du Maroc, il y en a eu dans d'autres vestiaires, d'autres équipes nationales, et il y en aura encore et toujours, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc n'essayons pas de dramatiser là où il n'y a pas lieu de dramatiser, d'autant plus que finalement, cette Panenka, elle est oubliée. N'oublions pas que Brahim Diaz nous a permis d'arriver à cette finale et d'une certaine manière, grâce à ce pénalty qu'il a hurlé de tout son être pour qu'on l'ait, eh bien, cela a fait sortir l'équipe du Sénégal et qui s'est éliminée de fait. Donc nous sommes champions d'Afrique. Oublions le passé, seule la victoire est belle. Oui, on va parler un petit peu quand même du passé, parce que ça correspond aussi au présent, avec le Sénégal qui a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la commission de discipline de la CAF qui a attribué au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations. On voit beaucoup de sorties de la part de Sénégalais, on voit beaucoup de sorties aussi en France de la part d'un certain nombre de personnalités ou de journalistes qui s'expriment pas forcément de la bonne manière, en tout cas pour ce qui concerne cette affaire. Pour y revenir avec vous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il faut attendre la décision du TAS, ou alors on peut déjà dire, de toute façon, les articles qui régissent le football ont été bafoués, donc automatiquement ça doit revenir au Maroc et la sanction est de toute façon prévue. Alors, merci de me donner la parole, Rachid. À ce niveau-là, c'est vrai que nous avons entendu beaucoup de choses. Je vais tâcher d'être le plus clair possible, le plus concis possible et le plus objectif possible pour l'ensemble des téléspectateurs. Tout d'abord, j'aimerais vous corriger, si vous me le permettez. Quand vous dites Sénégal et Maroc, il faut faire attention. Fédération sénégalaise de football et Fédération royale marocaine de football. Pourquoi? La FIFA est très claire sur le sujet, sur les articles 14 et 19. La FIFA, Fédération internationale du football association, cela stipule que le football mondial est régi par des associations. L'article 14 stipule l'obligation des associations de se gérer de manière indépendante des affaires courantes, sans intervention indue d'un tiers, donc d'un pays. Et je le dis parce que nous avons eu l'épisode malheureux de la présidence sénégalaise qui est montée au créneau. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je fais très attention. Ouais. Et l'article 19 stipule, là encore de la FIFA, l'indépendance des associations. Et donc, aucun pays ne doit intervenir ou interférer. C'est d'ailleurs pour ça, et là je félicite la Fédération royale marocaine de football, qui a toujours communiqué au nom de la Fédération royale marocaine de football et pas du Maroc. Évitons les amalgames. Ça, c'est la première chose. L'amalgame, le second amalgame malheureux qui a été fait, c'est que quand vous avez des ministres et un président de la République qui fait cette sortie malheureuse, il en est revenu depuis en disant qu'il allait garder la coupe, et il a dit hier qu'il se plierait aux règles, parce que les règles sont faites pour être respectées dans un souci d'exemplarité. Ceci étant dit, il y a un cas d'espèce entre le Maroc et le Sénégal, l'équipe du Maroc et l'équipe du Sénégal, qui n'est pas nouveau, ça s'est déjà arrivé. Que s'est-il passé? Et c'est la temporalité des événements qui est importante. Il y a un match qui se déroule dans les conditions que l'on connaît, de manière plus ou moins correcte, comme ça se fait dans tous les matchs de foot. À la, je crois, 87e minute, il y a un corner pour l'équipe du Sénégal. L'arbitre se met
dans la zone de vision à 180 degrés, le corner est tiré, et là, pendant les échanges entre les attaquants et les défenseurs, eh bien, un attaquant sénégalais se met au niveau d'un défenseur marocain, qui n'est autre que Achraf Hakimi, et le pousse avec ses mains. D'accord ? C'est 2 mains. C'est 2 mains, exactement. C'est important de le préciser. Ce qui est interdit parce que les contacts au football sont dus et validés dès lors qu'ils sont, on dit, épaule contre épaule. Même si c'est rugueux, même si c'est très fort, épaule contre épaule, c'est respecté. Interdiction de travailler avec les mains. L'arbitre est dans la zone de vision et à ce moment-là, il siffle parce que c'est une faute manifeste. Il y a un cafouillage qui se fait dans la surface d'erreur par réparation et le ballon rentre dans le but marocain. Après le coup de sifflet. Alors j'y viens, sauf que, eh bien, l'arbitre a sifflé auparavant et il est le seul maître du jeu sur le terrain, comme le stipule l'article 5. Eh bien, il a sifflé, l'action s'est arrêtée et le but n'est pas validé. D'ailleurs, à ce moment-là, vous vous rendez compte que les Sénégalais protestent et dès qu'ils comprennent que l'arbitre a sifflé avant, il ne se passe rien, tout le monde se met en place. Et dans l'action qui suit, eh bien, l'équipe du Maroc a cette fois-ci un corner qui se joue. Là encore, l'arbitre tâche de se mettre dans une vision à 180 degrés. De manière générale, on a 8 attaquants, 8 défenseurs. Les gardiens restent à leur place et vous avez les 2 attaquants d'équipe adverse qui restent devant, etc. Donc vous avez 8 groupes de 2 personnes, un attaquant et un défenseur. Et l'arbitre doit regarder tout ça. Brahim Diaz, qui n'est pas le plus grand des joueurs de l'équipe du Maroc, eh bien, s'est trouvé caché par des beaux bébés marocains et des beaux bébés sénégalais qui cachaient la vue de l'arbitre. Le corner se joue, l'arbitre ne se rend pas compte de la faute, on voit Brahim Diaz qui hurle à la mort, et effectivement, la VAR appelle l'arbitre en disant « Monsieur l'arbitre, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions si jamais il y a une erreur manifeste, nous pensons qu'il y en a une. » L'arbitre arrête le jeu, va se rendre compte au niveau de la VAR qu'effectivement il y a un problème, et il voit que là encore, un défenseur sénégalais a fait, entre guillemets, une prise de judo, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les commentateurs, à Brahim Diaz. Il siffle de manière manifeste le pénalty. Restons à ce niveau-là. Il y a 0-0 à ce moment-là de la partie. Que décide l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw ? Il demande à l'ensemble de ses joueurs de quitter le terrain. Dans un premier temps, tout le monde sort, à part Sadio Mané qui reste parce que les bras lui en tombent. Et ensuite, lui-même quitte ce qu'on appelle le carré de vérité, les limites du terrain, et sort. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que l'article 82 de la CAF prend tout son sens. Aucune équipe n'a le droit d'arrêter le match ou de sortir du terrain. Je parle juste, on peut rester sur le terrain et ne pas vouloir jouer. C'est une infraction sans autorisation de l'arbitre. Pourquoi l'importance de sans autorisation de l'arbitre ? Imaginons que dans un autre cas de figure, eh bien, il puisse y avoir un danger. L'arbitre peut décider de renvoyer les équipes dans le vestiaire, et là, ce serait compréhensible. Ça a déjà été le cas, pour des questions même météorologiques. Exactement, parfois. Pour ne pas prendre la foudre. On a vu des joueurs de foot qui sont morts sur un terrain à cause de la foudre. Et en ce cas-là, aucune des équipes ne pourrait se retourner vers l'arbitre en disant « vous avez arrêté le match ». Là, en l'occurrence, ça a été fait de la propre initiative de Pape Thiaw, et l'équipe a quitté. La règle 82 est très claire. Dès lors que vous quittez le terrain, ce qui était le cas de l'équipe du Sénégal, le match est déclaré perdu. Et l'article 84, et là je vais être très clair sur cet article, stipule la manière dont est perdu le match. Et ce n'est pas 3-0 comme je l'entends très communément, c'est au moment où le match est arrêté, le score était de 0-0. La règle dit, si au moment où le match est arrêté, l'équipe lésée gagnait ou perdait dans un score de moins de 3-0, eh bien, l'équipe lésée gagne sur tapis vert sur un score de 3-0. Si jamais l'équipe lésée gagnait par 4, 5, 6 ou 7-0 au moment de l'arrêt, c'est le score au-dessus de 3-0 en faveur de l'équipe lésée qui est enregistré. Voilà, soyons très clairs sur les règles. Parce que c'est très très précis, oui. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui. Et là, pour la raison pour laquelle je souris légèrement, on va d'abord partir sur l'aspect juridique, parce que j'ai entendu là encore tout et n'importe quoi. Vous savez, vous avez différentes instances. Vous avez la commission disciplinaire, donc de la CAF, la Confédération africaine de football, qui est constituée de 5 personnes. Le président était sénégalais au moment des faits et il s'est déjugé. Je le félicite
Il a dit, voilà, je ne peux pas être juge et partie. Bien sûr. Le problème, c'est que cette commission est composée d'un nombre impair de personnes pour pouvoir s'assurer toujours d'avoir un vote et que ce ne soit pas immobilisé. Lorsqu'il s'est déjugé, nous n'avons pas eu de communication de la CAF si, oui ou non, eh bien, il y avait un nombre impair de personnes, premièrement. À ce moment-là, il faut savoir que la Fédération royale marocaine de football a saisi la commission de discipline pensant être lésée et pensant être dans son bon droit, mais pas uniquement sur ce fait de jeu-là, sur beaucoup d'autres faits. Ils ont reproché l'initiative de Pape Thiaw, etc. Mais il faut savoir que la partie adverse, la Fédération sénégalaise de football, a été entendue également. C'est pour ça que certains n'ont pas compris. On dit, mais attendez, la Fédération royale marocaine de football a saisi la commission de discipline et on inflige une amende à des joueurs marocains. Oui, parce que la Fédération sénégalaise de football a le droit, puisqu'elle est convoquée également, de présenter un dossier. C'est pour ça que nous avons entendu des condamnations auprès de Pape Thiaw, parce qu'il a pris 5 matchs et une amende, je crois, de 100 000 $ pour avoir demandé aux joueurs de sortir. Oui. Sebari a pris 4 matchs et une amende pour avoir pris la serviette, etc. Mais là où c'est surprenant, c'est que la commission de discipline a jugé non recevable la demande de la Fédération royale marocaine de football qui demandait l'application stricte de l'article 82. Et vous voyez qu'il y a un problème. Alors que l'infraction est constituée. Mais alors, non seulement l'infraction est constituée, et qu'en plus, Pape Thiaw prend des matchs de suspension et une amende pour cette raison-là précise. Et sans que, in fine, ce soit appliqué à toute l'équipe. Exactement. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle même pas de carton jaune, parce que ça n'a pas son propos. Et c'est pour ça que la Fédération royale marocaine, dans son bon droit, a dit, attendez, messieurs, vous appliquez le droit, mais à moitié. Ni et. Donc, ils se sont dit, nous allons interjeter appel. C'est ce qui s'est passé. Ils ont interjeté appel. Nous passons à un niveau supérieur au niveau de la CAF, de la commission de discipline. Nous passons à la commission de la CAF, qui, elle, s'est dit, OK, messieurs, nous vous recevons à nouveau les deux parties à chaque fois. Et donc, chacun est venu présenter ses faits. Et d'un point de vue juridique, la Fédération royale marocaine de football a présenté les preuves et la Fédération sénégalaise de football également. Et là, en toute objectivité et en application stricte des règles de la Confédération africaine de football, à savoir l'article 82 et 84, eh bien, en son âme et conscience, la Confédération africaine de football, via sa commission, a dit « il semblerait que la Fédération royale marocaine de football ait raison ». Et là encore, pour qu'il y ait toujours une question d'équité, eh bien, ils vont passer à un niveau supérieur. Il faut savoir qu'une des deux fédérations, ou les deux fédérations, ont le droit de saisir le TAS. La Fédération sénégalaise de football a souhaité saisir le TAS. C'est ce qu'elle va faire. Mais sachez que... En référé d'ailleurs. Hein. Oui, en référé. En référé. Le tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne, va se référer aux mêmes articles de loi. Donc, je pense, sauf contre-indication, que cela va aller dans le sens de la Fédération royale marocaine de football. Un petit propos, si vous me le permettez. Très rapidement, parce que le temps nous est compté. Tout à fait. La Fédération sénégalaise de football a voulu d'ailleurs s'appuyer dans un premier temps sur l'article 5 de l'IFAB, International Federation of Association Board, qui est l'instance qui a été créée en 1886 par les 4 pays britanniques. Et elle dit, cet article 5 dit que l'arbitre est seul maître des décisions sur le terrain. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est quand les deux équipes acceptent d'être arbitrées par l'arbitre. Dès lors qu'une fait défection, cet article 5 ne prévaut pas et nous allons sur les articles 82 et 84. Et voilà. Donc merci beaucoup pour cette explication. Ce fut un plaisir. Eid Moubarak. Eid Moubarak Saïd, Nina Oulik. Et merci d'être venu ici sur le plateau de la matinale pour nous donner cette explication très très précise, à la fois sur la sélection du nouveau sélectionneur et aussi sur cette affaire qu'on va continuer à suivre parce que, vous l'avez dit, elle n'est pas terminée. Non.